Oui, entrez. Oui, bonjour patron. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est l'heure de l'hebdo, on a bossé une nouvelle émission là. Super. Ouais. Et vous voulez une médaille? Ah non, pas du tout, non, c'est juste pour que vous écoutiez. C'est quoi le concept? Alors justement à ce sujet, on n'a pas encore Non, trop... stop là, Enfin, je veux rien savoir. Attendez. Dites-leur de commencer maintenant qu'on écoute. Hein, vous pouvez commencer maintenant. Bon, vous pouvez commencer maintenant, hein. Vous êtes obligé de répéter ce que je dis? Bah vous venez de dire que... Taisez-vous, allez, lancez l'émission. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo, votre magazine en 60 minutes chrono. Pour se déconnecter de ce monde quelquefois austère, cette semaine, on a décidé de vous emmener dans les étoiles pour fuir toute l'actualité terrienne, pour partir dans un lieu extraordinaire qui se trouve au Maroc. Je vous dis tout dans un instant. Bonjour à tous. Bonjour Madame Léonie. Bonjour Fatih. Salima, quel est ton sujet de reportage de ce vendredi ? Pourquoi il faut le dire tout de suite? C'est la première fois que tu nous poses la question, comme ça tu nous prends au dépourvu. J'ai décidé de changer les règles et de temps en temps je vous piège. Faites attention, votre téléphone vous espionne, ou peut-être quelqu'un plutôt, Non. via votre téléphone. Amine, un petit billet cette semaine qui s'approche du coup de gueule, je peux dire ça? En fait, on va revenir sur le procès qui se tient. Parallèle, Pas on sur le peut dire. procès. Pas sur le procès. C'est un procès. Oui, non. Enfin, on ne reviendra pas sur le procès ni sur l'issue du procès, mais en fait, ce qui a entouré le procès Salim Jarrata à Paris ce soir. Très bien. Outre ce procès, Selma, quels sont les autres sujets qui ont déchaîné les passions cette semaine sur le web? Alors, en premier lieu, ça sera le quiproquo judiciaire de l'affaire de tutelle qui a opposé Jamil El-Haouni et son mari, Amin Naji. Et une petite pastille bleue sur les réseaux sociaux qui va bientôt devenir payante. Vous le savez, chaque semaine, elle part avec son micro se balader pour vous interroger. C'est notre Walkwoman. Elle peut faire des kilomètres sans s'arrêter. Et quelle question Rimel a posée cette semaine? Le mauvais œil. La haine. La haine. Est-ce que les Marocains y croient ou non? Oh là là. Une découverte musicale, Yacine, Un que tu as super choisie. duo qui va modifier à jamais votre perception de la musique. Ah, Ça vous va hein? Et Pas mal. voilà, C'est un tu bon- vois, ça, c'est un bon voilà. teaser, ça. C'est un très bon teaser. Bah oui, il faut le pousser. C'est pas Tu as mal, vu, ouais. il faut quand Ça même fait plaisir. On peut pas spoiler la arracher, pépite. mais Il voilà. a la comprenette un peu lente. Hein. Notre invité cette semaine est un grand passionné, un enseignant-chercheur. Il dirige un lieu très particulier, l'Observatoire de Loukaï-Meden, qui est le premier observatoire astronomique universitaire au Maroc, qui a fait des découvertes incroyables. Le professeur Zohair Ben Khaldoun nous rejoindra dans quelques instants. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. L'image de cette semaine, eh bien, c'est une belle histoire finalement, la naissance d'une petite fille dans des conditions si particulières. Nous sommes près de Ouarzazate, la neige est tombée toute la nuit et à perte de vue, tous les villages sont recouverts de blanc. Nous avions rarement vu ça par endroits, près de 2 mètres de neige, donnant des paysages époustouflants. Mais les températures ont chuté, le temps est glacial et de nombreuses routes sont déjà coupées. Certains douars se retrouvent totalement isolés, loin de tout, sans moyen de pouvoir se déplacer. Alors, une énorme machine va se mettre en place pour les aider. Des centaines de personnes mobilisées, ainsi que des camions, des chasse-neige, des hélicos. Loin de là, dans un petit douar, une femme dans son foyer est en panique, elle doit accoucher. Immédiatement alertée par ses voisins, la fondation Mohamed V pour la solidarité envoie un hélicoptère pour l'évacuer. Elle est conduite très vite à l'hôpital le plus proche. Quelques minutes plus tard, elle donnera naissance à une petite fille en parfaite santé. Durant ces derniers jours, de nombreux ponts aériens ont été mis en place. Des aides chaque jour sont acheminées. Des aides d'urgence, en particulier dans les zones enclavées. L'occasion de rendre hommage à tous ces hommes et toutes ces femmes qui travaillent sans relâche actuellement, de jour comme de nuit. On a souvent l'habitude de râler, de nous plaindre, mais pour une fois, on avait envie de saluer ce bel élan de solidarité. Effectivement. Bravo. Non mais c'est super. parce Non, qu'en non, mais train- je dis bravo à la fois pour ta chronique et pour l'élan de solidarité. Mais là, on parle d'un cas isolé en plus, parce que c'est toute une logistique à l'échelle nationale qui a été mise en place Exactement. pour pouvoir désenclaver ces populations défavorisées. Je vous prie de bien vouloir accueillir notre invité, mais tout de suite, jingle. L'invité.
Je vous prie de bien vouloir accueillir le directeur de l'Observatoire de Loukaï Medan. Il est aussi enseignant-chercheur en astrophysique à l'université de Kadi Ayad de Marrakech. Il a un CV de dingue. On ne peut pas tout citer, la liste elle est trop longue. Mais il est chercheur scientifique, il a été expert même auprès de l'Union européenne. Il a reçu de nombreuses distinctions. Il a plus de 100 publications à son actif, s'il vous plaît. C'est le professeur Zouhair Ben Khaldoun. Maintenant, vous pouvez l'applaudir. Merci pour bienvenue et pour la première fois sur le plateau On veut skier, nous. de l'Hebdo. Merci d'avoir quitté vos étoiles pour Oui. nous. Il y en a je les quelques-unes. quitte jamais. En fait, non, il y a des étoiles partout. même Voilà, ici. il a quitté ses étoiles pour une autre étoile. C'est une belle perche que tu l'as tendue. Il y a beaucoup de neige en ce moment, puisqu'on parlait de neige à Loukaï Medan. Oui, il a beaucoup neigé. Et on a eu des dégâts aussi sur le matériel, malheureusement. Mais ça se dégage vite et souvent après la pluie, le beau temps. Donc c'est vraiment après ces épisodes là qu'on a un ciel magnifique et qu'on peut faire des observations très pointues. Alors, juste avant de parler en détail de l'Observatoire, de sa belle histoire, vous êtes un scientifique, je sais, et il paraît qu'il ne faut jamais poser ces questions à un scientifique, mais je vais quand même le faire, bien évidemment. Il y a un phénomène qui passionne à travers le monde en ce moment, et vous êtes au courant, c'est celui des ovnis. Comprenez les objets volants non identifiés. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, entre les États-Unis et la Chine, avec des objets volants qui ont défrayé la chronique, des objets volants aperçus également au Canada, également en Amérique latine, en Europe. Bref, les ovnis passionnent. Vous en pensez quoi ? Poser la question scientifique, au contraire, c'est bienvenu, parce que ça permet justement de lever pas mal de croyances, entre guillemets, puisque votre question était du domaine de la croyance. Alors, c'est vrai qu'en science, ce terme est plutôt banni. On ne croit pas, on essaie de démontrer, on essaie de chercher. Et la première chose que moi-même, en tant qu'enseignant, je dis à mes élèves, à mes étudiants, cherchez où je me trompe. Quand vous donnons le cours, ce n'est pas forcément un cours parfait, mais l'effort intellectuel de chercher la contradiction est là, et donc il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on vous dit. Alors maintenant, sur la question d'existence de vie ailleurs, tous les scientifiques maintenant y croient, tous les astrophysiciens sont pratiquement sûrs que ça existe. Les théories probabilistes le disent, vu le nombre d'étoiles qui peuplent l'univers, vu que pratiquement chaque étoile a son système planétaire et que parmi ces systèmes planétaires, il y a forcément des planètes qui se trouvent dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire la zone propice en gros, à la formation de l'eau liquide qui est nécessaire à la vie. Maintenant, est-ce qu'on peut atteindre, est-ce qu'on peut prouver l'existence, est-ce qu'on peut faire des images? On n'en est pas encore là. On en est à la caractérisation des atmosphères, des exoplanètes, qui nous permettrait, grâce au James Webb Space Telescope qui vient d'être lancé, à réellement déterminer l'existence de ce qu'on appelle les biomarqueurs, les molécules qui montrent que la vie existe dans un environnement. Là, on y est, c'est-à-dire dans les 5 et 10 ans à venir, on va commencer à mesurer même ces molécules-là. Donc oui, elle existe, on la cherche. Maintenant, les autres interrogations, je suppose, que vous allez poser, c'est l'interaction avec cette vie. Est-ce que c'est possible d'interagir, etc. Ben oui. Parce que cette vie, on ne sait pas à quoi elle peut ressembler. Quelques scientifiques, c'est pas comme nous l'imaginons à travers les films de science-fiction avec des extraterrestres, mais c'est des cellules vivantes, on dit, et de ce que l'on entend, à partir du moment où il y a de l'eau, en forme liquide en tout cas, il peut y avoir de la vie. Et vous m'avez dit, juste avant de débuter cette émission, aujourd'hui on compte pas moins de 5000 planètes, c'est ça ? On compte 5000 de confirmés. Il en
existe des milliards. Mais Pas mais- que dans la Voie lactée, donc, dans d'autres galaxies. Non, que dans notre Que dans la galaxie. Voie D'accord. On n'a pas encore, on n'est pas encore C'est assez énorme, hein. outillé Wow. pour Moi, je savais pouvoir. pas. 5000 planètes habitables ou 5000 planètes Alors ça, c'est Non. intéressant. Alors Voilà. justement, professeur, il y a cette notion chez vous D'habitabilité. Oui. d'habitabilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ben, c'est simple, on va toujours écocentrique comme nous sommes, partir de notre système solaire. La zone habitable pour le système solaire, c'est la zone qui se trouve entre Vénus et Mars et la Terre en plein milieu. Habitable. Mais vous voyez bien que la Terre est habitée, mais pas Mars ni Vénus. Donc la zone habitable, c'est juste une zone qui se trouve à une distance de son étoile, telle que on peut avoir de l'eau liquide, en gros. Bon, à une température de moins que 100 degrés, et d'autres conditions, mais disons que permettre la l'essentiel, vie. voilà, l'essentiel, c'est la distance entre l'étoile haute et la planète. Alors évidemment, les étoiles ne sont pas Ça tous fait partie pareils. des conditions pour que la vie puisse avoir lieu. Et surtout, vous avez parlé de pour vous, en fait, le principe que pour confirmer la vie, il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Il n'y a pas moyen, en fait, que la vie puisse émaner d'autre chose, d'un autre élément peut-être que nous, on ne connaît pas, ou peut-être que la science n'a pas encore découvert dans l'espace, ou faut que ça soit de l'eau, en fait. Il faut absolument qu'il y ait de l'eau pour qu'il puisse y avoir de la vie. Ok. Ça, c'est acté par les biologistes, par les astrobiologistes maintenant. Il faut, pour qu'il y ait une vie tant qu'on l'entend, parce que maintenant, qu'est-ce que c'est que la vie aussi? Mais la vie microbienne, etc., multiplication cellulaire, etc. Je vais vous demander il de faut vous rapprocher absolument- un tout petit peu du Voilà, micro. il faut absolument qu'il y ait de l'eau. Et donc, on cherche d'abord cette possibilité d'existence d'eau, et ensuite la confirmation par les observations des atmosphères. Parce que les atmosphères, c'est une interaction avec ce qui se passe sur la planète. Et donc, s'il y a de la vie sur la planète, il va y avoir de l'oxygène, du CO2, de l'azote, etc., comme on le connaît. Donc, c'est des molécules qui sont maintenant détectables et qu'on appelle les biomarqueurs. Dans la conquête Alors- de l'espace, on parle beaucoup de la Lune et de Mars, avec l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, qui va commencer à faire des voyages vers, pour peupler Mars ou la Lune d'humains. Est-ce que Mars et la Lune sont habitables par l'être humain? Mars et la Lune se trouvent dans la zone habitable. Mais elles ne sont pas habitées. Et là, c'est... Pour le moment. Pour le moment, oui, on peut imaginer qu'on puisse... dans la Lune, c'est difficile. Mars, c'est aussi... Il faudrait qu'il y ait des siècles pour que son atmosphère se transforme, pour qu'il y ait une vie. Donc, si c'est possible, ce n'est pas dans l'immédiat. Ça, c'est clair. Ce qu'on cherche, par contre, c'est de savoir est-ce qu'elle a existé avant, dans une période avant, peut-être, puisqu'on parle de l'eau sur Mars, on parle d'oxyde, matériel oxydé qu'on a trouvé, etc. Peut-être qu'avant, ça a existé. Bon, ça fait encore beaucoup de suppositions et de peut-être. Alors maintenant, est-ce qu'on peut interagir avec cette vie ou cette intelligence si elle existe ailleurs? Si elle est dans le système solaire, c'est-à-dire notre voisinage immédiat, c'est possible, puisqu'on commence maintenant à envoyer des vaisseaux partout. On peut... Maintenant, jusqu'à présent, on a exploré jusqu'aux confins du système solaire avec les sondes voyageurs et autres, et on n'a pas trouvé de preuves d'existence. On parle de quelques satellites, de quelques planètes comme Encelade, etc., où on peut espérer trouver peut-être des traces d'eau, mais c'est rien n'est acté. Alors, Voilà, professeur, on va redescendre un petit peu sur Terre pour parler de l'observatoire, comprendre un petit peu ce que vous y faites, et puis revenir un petit peu sur la très belle histoire de la naissance de cet observatoire qui est placé dans le top 10 des meilleurs observatoires dans le monde. C'est du fait de son matériel, de son équipement. Alors oui, je précise parce qu'on va me taxer de sensationnaliste. Ouais. Il est classé dans le top 10 des découvreurs des objets proches de la Terre. Vous savez qu'il y a beaucoup de télescopes maintenant un peu partout qui essayent de détecter les astéroïdes et les comètes, entre autres pour prévenir ceux qui peuvent être dangereux pour la Terre. Donc l'observatoire de Lockheed, effectivement,
et depuis 2011, classé entre la 7e et la 10e position en nombre de découvertes d'objets nouveaux. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est. Alors, quand vous parlez qu'il est classé d'objets du point nouveaux, de c'est vue quoi? C'est des scientifique. comètes? C'est quoi? Voilà, c'est des comètes et des astéroïdes, essentiellement. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a particulièrement un télescope qui s'appelle MOSS, Moroccan Okeimden Sky Survey, qui, toutes les nuits, qu'il observable, va scanner le ciel tout le temps et à la recherche de ces objets qui bougent par rapport aux étoiles. Vous savez, on considère les étoiles comme fixes puisqu'elles sont très lointaines. Donc les objets qui sont proches et qui sont sujets à la gravitation du Soleil, elles tournent et donc on peut les voir bouger dans les images astronomiques. Et donc on a maintenant installé un processus d'abord très efficace d'observation et d'analyse quasi en temps réel des images observées. Et on arrive à envoyer par nuit des fois des centaines de détections. Alors des détections... Et vous les envoyez à qui? Voilà, exactement. Voilà. Tout le monde se posait la question, qu'est-ce que vous faites de toutes ces données Vous en faites quoi? En fait, c'est organisé, ça a été pensé et organisé pour que toutes ces observations puissent être centralisées quelque part pour faire la comparaison. Est-ce que c'est des objets qui sont nouveaux? Donc on est très content, on est les premiers à les avoir découverts. Ou est-ce que c'est une confirmation d'objets qui existent? Qui étaient déjà observés par d'autres. Voilà, par d'autres, et que ça va nous permettre de peaufiner la trajectoire avec nos observations, d'apporter des précisions. Et c'est un centre qui se trouve aux États-Unis, qui s'appelle le Minor Planet Center, à JPL, le laboratoire de la NASA. Et donc c'est un serveur, en fait, c'est un grand serveur. Qui récolte en fait les données du monde entier. Et il les traite Alors, est-ce que c'est vrai que l'observatoire d'Okeimeden a été celui qui a détecté un sursaut record de rayons gamma, l'explosion la plus puissante jamais enregistrée à ce jour, et ça suite à une alerte qui avait été envoyée par le télescope de la NASA? Tout à fait. Alors, c'est pas l'observatoire, il y a eu plusieurs observatoires. D'accord. En fait, comment ça se passe? Nous sommes là, vous parlez d'un programme qui s'appelle Gamma Ray Burst, les sursauts gamma. Les sursauts gamma, c'est un phénomène qui arrive quand il y a un phénomène très énergétique qui arrive dans l'espace. On va parler des trous noirs, par exemple. Au moment de la constitution du trou noir, il y a un formidable sursaut d'énergie. Et donc, si on arrive à capter ces sursauts gamma, on peut remonter à la formation. Ce qui se passe, c'est que ce genre d'objets sont scannés aussi par des télescopes qui observent plutôt vers les rayons X et les rayons gamma. Mais dès qu'ils sont détectés, on lance une alerte mondiale pour que tous ceux qui peuvent observer observent ce qu'on appelle la contrepartie optique du phénomène. Parce que ça a son importance, parce qu'on va étudier comment cette explosion, comment cette énergie va évoluer, comment elle va diminuer surtout, et c'est des informations scientifiques importantes. Et donc dès que l'alerte a été lancée, l'observatoire de l'Okeimden, même pas 24 heures après, dès qu'il a fait nuit en fait, je crois que c'était la matinée du 19, le 20, nous on était sur du 8 et le 9, on était sur l'objet, on l'a détecté non seulement par un, mais par 2 télescopes de l'observatoire. C'est dingue comment on l'écoute et qu'on non mais on n'a plus envie de parler, mais je suis pareil, j'écouterai pendant des heures. Quelque part, personne ne comprend rien. Bien que vous soyez très terre à terre en tant que scientifique, etc., il y a quand même une part de magie, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné, s'il y avait une chose, un événement, enfin un fait scientifique qui vous a marqué au cours de votre longue carrière, une découverte ou quelque chose? Très bonne question. Vous parlez spécialement de l'observatoire? Oui, dans le cadre de vos recherches. Tout est fascinant. Tout est fascinant, évidemment. Si on veut je vais me convertir, moi. Si on veut dire ce qui a payé nos efforts, et donc qu'on a apprécié spécialement, c'est cette découverte du système trappiste, exoplanète trappiste, parce que c'est important. Maintenant, c'est l'un des systèmes les plus étudiés. Il est programmé pour James Webb Space Telescope. Il va observer ce système. C'est un système de 7 planètes, dont 3 sont habitables. Et l'observatoire de l'Okeimden a participé à cette découverte, et donc ça a été vraiment
une consécration pour nous incroyable. Et dernièrement, je ne sais pas si vous en avez aussi entendu parler, c'est les fameux anneaux. Alors ça, c'est peut-être un peu moins sensationnaliste, mais c'est très important. On a découvert dans une planète, en fait, une petite... Vous savez, il y a maintenant 8 planètes. Il y a Pluton qui se trouve au-delà de Neptune, mais il y a plein d'autres planètes qui sont de ce type-là. Et les chercheurs essayent de comprendre comment ils fonctionnent. Et surtout, ceux qui possèdent des anneaux. Pourquoi certaines planètes possèdent des anneaux? Voilà. Saturne, par exemple, est connue. Il y a Neptune aussi, elle a des anneaux. Et les calculs et la théorie a fixé la position des anneaux pour qu'ils restent sous forme d'anneaux autour de la planète et qu'ils ne transforment pas, qu'ils ne se désintègrent pas en fait, et qu'ils deviennent après des lunes, comme la lune de la Terre. Wow. Alors, pour cela, je vais vous interrompre on va y revenir. Hein. On va y revenir, je vous le promets, mais on a beaucoup d'actualités à traiter. C'est importante, c'est juste pour dire que les mesures que nous avons faites sur cet objet-là contredisent la théorie. Et ça, c'est important. Quand un physicien arrive à contredire la théorie, il est très content. C'est de dire justement qu'il y a des calculs encore à faire précis. Rien n'est fini, rien n'est... Et là, on a trouvé que les anneaux se trouvent au-delà de ce qu'on appelle la limite de Roche, qui est très connue en astronomie, et qui fait que les anneaux restent en cohérence autour restent avec leur forme d'anneau autour de la planète. Et vous n'avez pas de mal à vous reconnecter avec la vie terre à terre, finalement, que nous avons là sur, quand vous êtes... Mais ma femme et mes enfants me le reprochent souvent. Nous, on va être obligés de vous ramener. Au moins, sur si on Terre. vous dit vous avez la tête dans les étoiles, c'est vrai. Oui, pour le coup, c'est une réalité. Malheureusement, nous, on va revenir un tout petit peu sur Terre avec ce qui a fait l'actualité cette semaine, et notamment un procès en France qui déchaîne les passions, réveille les tensions. Nous ne commenterons pas ici le jugement, mais le procès s'est tenu en dehors du palais de justice, sur les réseaux sociaux. C'est bien sûr le procès du chanteur Saad El Mjarred. Le billet de Amine. Jingle. Il a dit quoi? Il en pense quoi, tu penses? J'ai pas entendu. Ah bon? C'est quoi le sujet? Non, taisez-vous! Quoi? C'est le billet de Amine. C'est pas de passer de... Oui, on vous écoute. Ah, on est en direct? Oui, on est en direct. Non, le jingle est passé. Voilà, il est passé. Bonjour quand même. Donc, comme à l'accoutumée, en fait, j'aimerais vous rappeler une vérité immuable que personne ne pourra jamais nous enlever. Nous sommes Yacine Chabouktir, demi-finaliste du monde demi-finaliste de la Coupe du Monde de football. Voilà, c'est fait. Mais bon, aujourd'hui, le sujet est quand même grave, donc je vais m'abstenir. Parce que le sujet d'aujourd'hui, en fait, il interpelle les gens raisonnables, posés et sensés que nous sommes, n'est-ce pas? Sauf toi, Yacine, bien évidemment. Alors, à moins que vous n'ayez été calfeutré dans une grotte sur une sombre planète perdue dans la galaxie pour rester un peu dans le sujet, il ne vous aura pas échappé cette semaine, en fait, que le chanteur Saad El Mjarred a été jugé devant les assises à Paris pour viol aggravé lors de faits, en fait, qui ont remonté à 2016. Et d'emblée, soyons clairs, en fait, il ne s'agira pas ici de commenter l'issue de ce procès prononcé par un juge indépendant et impartial, et bien mieux encore, comme tout le monde ici et ailleurs, j'ai un avis, une position tranchée sur la question, mais je m'interdirai bien évidemment de la partager avec vous, parce que c'est bien là finalement tout l'objet de mon propos, en fait. C'est cette frénésie de la joute verbale qui s'est emparée des réseaux sociaux tout au long de ce procès, entre des détracteurs en colère et des fans énamourés. Alors avec la même intensité, dans la violence du verbe, et sans nuance aucune, donc les premiers ont juré la main sur le cœur de sa culpabilité, quand les seconds étaient prêts à se couper un bras pour appuyer son innocence. On en aurait presque oublié que l'affaire, gravissime pour autant, se déroulait face à une cour d'assises avec des juges, des avocats, des plaidoiries, des spécialistes interrogés, des preuves déroulées. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi tout ce brouhaha m'a donné l'impression de vivre davantage le live comment d'une mauvaise télé-réalité que d'un procès pour viol présumé avec son lot de victimes et de drames humains. Du coup, et afin de gagner du temps, un temps précieux et d'économiser l'argent du contribuable, je me suis dit en fait qu'on pourrait soumettre l'issue d'un procès, quel qu'il soit, un référendum populaire, qui pourrait désormais être une bonne idée en fait, en fonction de nos affinités avec l'accusé ou la victime, de nos a priori et de notre mood global du moment, et sans même avoir accès aux preuves existantes établies, on voterait, oui ou non, de la culpabilité de chacun, et on laisserait le juge prononcer ou non la sentence adéquate. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée. Donc, tout de suite, là, conscient de l'énorme bêtise de ma proposition, que d'aucuns pourraient trouver brillante, qui sait, par les temps qui courent avec les réseaux sociaux, je préfère donc rendre ce micro qui me brûle les mains, et me contenter en fait de vous rappeler que nous sommes juste demi-finalistes de la Coupe du Monde de football, parce que ça ne prête définitivement pas à débat. Voilà. Exactement.
Et je crois qu'il n'y a absolument rien à rajouter, en tout cas. No comment, voilà. On n'interviendra pas, on l'avait dit, on ne commentera pas ce verdict, mais c'est vrai qu'on a mais on peut commenter le tribunal populaire. Tu veux ajouter quelque chose rapidement? Non, tu peux. Ça m'énerve, ces pseudo-féministes et ces pseudo... l'inverse. J'ai pas le mot. Mais je trouve qu'il est impossible aujourd'hui d'être démocrate et d'écrire violeur avant que la sentence le procès soit et tombée. que la justice puisse faire son travail. Voilà. Et le contraire. Le contraire aussi. Et il faut vice-versa. bien expliquer aux gens parce que c'est un sujet vice-versa. extrêmement sensible et une position extrêmement sensible à avoir. Mais on peut donner son opinion de manière modérée. Voilà, déjà, et puis je pense que même affirmer des choses de manière péremptoire sans savoir réellement ce qui s'est passé, je pense que c'est un peu compliqué, mais d'un côté comme de l'autre, on ne prend pas position sur ce qui est arrivé. Par contre, on a notre avis, mais qu'on pourrait garder pour nous, et on ne commentera pas non plus le verdict qui a eu lieu, donc, parce qu'on peut quand même estimer que nous ne sommes pas assez bien passés pour le faire, et qu'il y ait un juge, donc impartial et indépendant, qui a eu tout le loisir de le faire pendant toute cette semaine, et merci. Outre l'affaire El Mjarred, il y a eu une autre affaire de justice qui a passionné les internautes cette semaine. C'est dans la revue du web de Salma. Les nouvelles du web avec Salma. On ouvre cette chronique avec le quiproquo judiciaire de la semaine. Le quiproquo judiciaire de la semaine, c'est l'affaire de tutelle qui oppose les deux acteurs marocains, Jamil El-Haouni et Amin Naji. Voilà. Pour rappel, je rappelle les faits, Jamil El-Haouni a déposé une demande devant la justice pour retirer la tutelle de leur fils à son ex-mari, son père, Amin Naji. Ce lundi, une première nouvelle tombe. Comme quoi, Jamil El-Haouni a eu gain de cause. La toile s'emballe. Voilà, مبروك علينا هذا النصر. مدامة الأم هي اللي كتربي وكتسهر فهي أولى بولاية المحضون. Ce sont l'exemple de commentaires qu'on a pu lire sur les publications de la nouvelle. Mais en fin de compte, eh bien non. La justice a finalement rejeté la demande de Jamil El-Haouni. Et cette première nouvelle, c'était juste les avocats de l'actrice qui avaient mal entendu le verdict final. La rumeur dit que la juge parlait d'une voix qui était trop faible, voilà, et donc ils ont mal entendu. Et quand la vraie nouvelle tombe finalement, c'est la déception pour beaucoup d'internautes, surtout des femmes, comme on peut l'imaginer. Une déception que ce commentaire résume parfaitement. Ce verdict est une gifle à toutes les mamans divorcées. Mesdames, la justice ne vous considère pas comme digne d'assurer la tutelle légale de vos enfants. Aux pères les droits, aux mères les devoirs. Il a quel âge le gamin ? Je crois 7 ans. Je n'en ai aucune idée. Parce qu'il était inscrit à une école de sport ou un truc comme ça, il voulait faire des études. Il voulait aller poursuivre son cursus en Espagne. La mère n'a pas pu avoir, pour une raison ou une autre, on n'a pas les détails, on n'a aucun moyen de fact-checker ce qui court sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est un gamin, encore une fois, comme qui est pris en otage. Non seulement qui est pris en otage, mais qui est jeté en pâture à la vindicte populaire. Encore une fois, il n'a que 7 ans. Voilà, tout le monde parle de lui, personne ne le connaît. Je veux bien rappeler ici que Jamil El-Haouni a créé l'association Kif Mama Kif Baba. Tout à fait. Voilà, qui milite pour le droit de tutelle et de garde qui enregistre énormément d'inégalités au Maroc. Voilà, on a encore des mamans qui sont obligées de se fatiguer depuis des années. Exactement. Alors, autant, je pense qu'on peut pas mettre sur le même piédestal un peu les mêmes affaires, parce que autant sur Salim Jarad, quand même, c'est une affaire qui oppose une personne à une autre, donc sur des choses qui sont arrivées entre elles ou pas d'ailleurs. On reviendra pas dessus, mais par contre, je pense que cette histoire de tutelle et des droits des femmes dans l'absolu dans notre pays, je trouve qu'il y a quand même encore un sacré long marathon à parcourir avant d'arriver à une véritable égalité. Et autant sur la première affaire, il n'y a pas d'avis à avoir, en tout cas de manière énervée, autant sur la seconde, je peux quand même dire qu'on peut s'énerver. Et même moi en tant qu'homme, je trouve très sincèrement que voilà, l'injustice que subissent les femmes, notamment lors des séparations, est quand même criarde et qu'il serait peut-être un peu temps pour le législateur de se pencher très sérieusement sur cette problématique. Dans la continuité, info, Selma. Très rapidement, dans la continuité de ce que tu dis, les pères célibataires aussi subissent une énorme injustice, parce que quand tu as juste le droit de voir ton enfant de 10h à 18h une fois par semaine, ça c'est aussi des choses en fait qu'il va falloir revoir et en parler. Il faut que le législateur puisse... Bien évidemment. Non, c'est très important ce que tu rajoutes. Il ne faut pas oublier, c'est vrai qu'on parle souvent des femmes, mais il ne faut pas oublier les papas qui subissent aussi cette situation. Une autre info dans la revue du web ? Oui, on va conclure avec Mark Zuckerberg qui a copié sur le modèle de son confrère Elon Musk en introduisant la certification payante sur la sphère Meta pour la modique somme de $15 par mois.
Alors, cette nouvelle, bien sûr, elle a fait Il paraît que réagir c'est les parce qu'ils gagnent internautes. plus beaucoup d'argent. Apparemment, oui. La vie des internautes était majoritairement mécontents. Et pour ce premier utilisateur, on est le produit et il va falloir continuer pour payer à la lettre. Ou encore pour ce deuxième, c'est la fin du tout gratuit. Le pillage des données personnelles ne rapporte plus assez. Alors justement, pour rentabiliser cette certification payante, les utilisateurs de Meta Verified, c'est comme ça que c'est appelé, ils vont avoir accès à un badge certifié, une visibilité plus accrue, une vérification d'identité, etc., etc. Cette fonctionnalité va être testée en Australie et en Nouvelle-Zélande cette semaine. Mais tout de même, malgré ces 10 avantages, la nouvelle fonctionnalité n'a pas l'air d'en séduire beaucoup. Donc pour cet internaute, Elon Musk a détruit la certification, ça n'a plus aucune valeur. Là, on est certain, la pastille bleue ne sert plus à rien nulle part sur Internet. Enfin, les amis, je vais conclure avec ça, mais je ne veux pas que vous fassiez de cauchemars à cause de cette perspective horrifiante. Bientôt, il y aura plus de certifiés que de non certifiés, prédit cet internaute. Mais dans quelle planète bizarre vivons-nous? Notre invité nous dira. Bravo. Exactement. Professeur, qu'est-ce que vous pensez des nouvelles technologies? Nous parlions la semaine dernière de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles technologies en tant que scientifique? Évidemment, le plus grand bien, surtout quand vous parlez d'intelligence artificielle. On dit souvent que il faudrait d'abord avoir l'intelligence tout court de bien traiter les choses. Mais l'intelligence artificielle, c'est tout un magma de beaucoup de choses. Moi, je préfère parler de big data et de machine learning. Ça me parle plus en tant que scientifique parce que la problématique, on a parlé tout à l'heure des découvertes de l'observatoire, des nouveaux objets qui se trouvent dans le ciel. En fait, dans une image astronomique, il y a énormément de données et on est incapable d'analyser toutes les images qu'on prend. Impossible, humainement. Et donc, le machine learning allié à l'intelligence artificielle va faire en sorte qu'il y a un auto-apprentissage de la machine qui va permettre de détecter ce qu'on n'a pas forcément visé par notre télescope. Donc, nous, on va viser une cible. On cherche une exoplanète, donc on va voir autour de l'étoile visée, qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, au voisinage de cette étoile, il y en a encore beaucoup qu'on n'analyse pas parce que ce n'était pas la cible de départ, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc, le développement de l'intelligence artificielle, des big data et de machine learning, et maintenant rentre dans tous les laboratoires. Vous reconnaissez certains travers ou pas? Oui, mais il y a quelques... L'être humain ayant un côté sombre, quelquefois, se sert de ces nouvelles technologies et quelquefois pas dans le bon sens. Vous allez voir, c'est dans le reportage de la semaine. Jingle. Le reportage de l'hebdo. Les nouvelles technologies, vous en pensez quoi, vous? Parce qu'elles ont des travers qui font quand même peur. Vous allez voir que nous ne sommes plus à l'abri de rien. Et dès que nous tenons notre téléphone à la main, c'est le reportage que tu as choisi de faire cette semaine, Salima, et je sens que je vais encore flipper. Moi, j'ai paniqué en tout cas en faisant mes recherches. Oui, très j'ai paniqué franchement. aussi. Demain, je vais aller coller un petit scotch là, tu vois, sur mon MacBook ici. Ah, alors ça, moi, je le fais depuis des années. Ah oui? Des années. D'accord. Donc, avec notre... Vas-y, Yacine, tu veux dire quelque chose? Non, je vois pas pourquoi mettre un truc si on n'a rien à se reprocher. Non, mais je sais, mais juste le fait de savoir que quelqu'un peut te regarder là... Tu me regardes, salut. C'est horrible. Enfin bref, avec notre téléphone, on fait absolument tout. On communique, on regarde des films, on s'informe, on commente. Et puis surtout, on accepte des cookies à tout va, sans véritablement savoir ce que ça signifie. On scrolle tel des zombies sur les réseaux sociaux. On passe des commandes, on se fait livrer, on se prend en photo. On l'utilise pour se guider, pour naviguer, pour tout. C'est à se demander si mon smartphone ne me connaît pas plus que moi, je ne me connais moi-même et ça fait peur. Avouez-le, qui ne s'est jamais demandé si la caméra de son téléphone ou son micro n'était pas activée à son insu? Répondez-moi très franchement autour de cette table. Dis-moi, toujours. Alors voilà, t'as rien à te reprocher pour autant. Moi mon ordinateur, c'est pour ça que je lui dis que je le fais depuis des années. Oui, on est entré, on a activé la caméra, mais par quelqu'un de bienveillant.
qui voulait juste me démontrer et me protéger en me disant fais attention, voilà, c'est une pratique qui se fait, voilà, il y a des personnes c'est pas nouveau. malveillantes, c'est pas quelque chose de nouveau. On y est sensibilisé depuis quelques années. C'est pas nouveau, mais la grande nouveauté. Le téléphone. Oui, la ça. grande nouveauté, c'est que sans que vous le sachiez, des inconnus en fait contrôlent peut-être justement votre téléphone à distance, mais comment font-ils ? Eh bien, en fait, c'est tellement facile, mais pour des raisons éthiques, on va pas divulguer Non, c'est pas la peine. les étapes de la démarche. Salima la hackeuse. Mais je vous assure, c'est flippant. J'ai contacté un hacker. Il y en a partout autour de nous des hackers maintenant. Il ne faut plus être un as de l'informatique qui a souhaité garder l'anonymat. On a tous reçu un message WhatsApp, je ne sais pas pour vous, qui laissait croire qu'on participait à un jeu concours ou sinon une invitation pour télécharger une appli. Ne l'ouvrez jamais, ne cliquez jamais, puisqu'en cliquant, la personne qui vous envoie ce message est malveillante. Si cette personne qui vous envoie le message est malveillante, pirate votre téléphone et a accès à toutes vos données. Ça relève vraiment de l'espionnage. Et vous imaginez bien que plus la quantité d'informations personnelles numérisées et connectées avec un téléphone portable est importante. Donc autant vous dire que si vous n'avez pas un Nokia 3310, vous êtes foutu. Merci pour la remarque. Tranquille. Tranquille le chat. Alcatel, Voilà, Alcatel, Ericsson, Motorola. Mais sinon, Motorola. tranquille. Voilà, vous êtes foutu. D'autant plus qu'avant, l'accès physique à votre téléphone était nécessaire. Donc, il fallait que la personne prenne votre téléphone pendant quelques minutes. Là, ça y est, juste avec le numéro ou juste avec un lien, et vous êtes foutu. Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est qu'avec le numéro de téléphone, on peut vraiment récupérer toutes les données de la personne. Avant, il fallait passer par d'autres technologies, ça prenait plus de temps. Mais maintenant, avec le numéro de téléphone, on a vraiment un accès à tout. Moi, aujourd'hui, j'ai réussi à récupérer le contenu d'une 50aine de téléphones via des gens qui m'ont sollicité pour le faire, moyennant finance bien sûr. Bon, avec le numéro, on peut accéder aux SMS échangés, aux mails, tous les réseaux sociaux, la localisation du téléphone en temps réel, les mots de passe déjà frappés. On peut même avoir un accès au compte bancaire et ça peut aller très très loin. Voilà, donc compte bancaire, etc. Mais en même temps, avec ces téléphones-là, c'est très facile maintenant. En fait, il faut se remettre aux anciens. Je vais ressortir. Non, il y a des petites astuces quand même. C'est exactement ce que j'allais te demander. Comment on peut se protéger parce que c'est ça qu'il faut dire. Avant de se protéger, comment reconnaître s'il y a quelqu'un qui vous espionne ? Oui. Non, mais elle m'a fait flipper tout à l'heure. Je vais faire paniquer tout le monde. Faire paniquer tout le monde. Mais si, c'est important parce que connaître les signaux, pardon. Vas-y. Oui, alors voilà, donc si votre batterie se décharge très rapidement, enfin plus rapidement qu'en temps normal, si vous allez dans vos réglages et que vous voyez que la batterie elle est correcte et qu'elle se décharge quand même très rapidement, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que le flux de données va consommer l'énergie de votre téléphone. Wow. Ensuite, les logiciels malveillants, en fait, ça fait bugger votre téléphone. C'est-à-dire qu'il va se rallumer. Il va s'éteindre d'un seul coup. Il va s'éteindre d'un seul coup. Ça m'est arrivé cette semaine. Je jure que ça m'est arrivé cette semaine. Il s'est éteint tout seul. Et 5 minutes plus tard, il s'est rallumé. J'ai rien compris. J'étais là avec mon mari. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je te jure que ça m'est arrivé. Bon, voilà, ça bug, c'est lent. L'autre chose. C'est la batterie, par contre. Non, c'est pas la batterie. L'autre chose qui doit vous alerter, et vraiment, c'est si vous remarquez. Là, c'est vraiment le gros truc. Hein. C'est si vous remarquez un appel dans votre journal d'appel. Ouais. Que vous n'avez jamais passé et avec un numéro parfois étranger, genre par exemple entre maman et ma chérie il y a plus 328 un autre pays quoi. Je vous promets, hier ça m'est arrivé 213 Tunisie. Je vais vous le montrer. Non mais oui, vas-y continue, continue. Moi aussi ça m'est arrivé, mais bon je ne pense pas qu'on soit tous surveillés quand même. En tout cas, si vous pensez être dans cette situation, première chose à faire, Fethia, supprime les applications douteuses. Le mieux, c'est d'installer un antivirus. Il y en a des gratuits, mais je vous conseille d'aller quand même vers les payants. Il y en a qui coûtent pas très cher et qui fonctionnent quand même un peu mieux. Pour la modique somme. Les antivirus nous protègent vraiment contre ça ? Oui, vraiment. D'accord. Oui, vraiment. Okay. T'as des vraies entreprises, je ne vais pas les citer. Il y en a plusieurs qui font ça et tu les télécharges sur ton iPhone. Donc, c'est des anti-malware et ça marche très bien. Il faut réinitialiser tous ces mots de passe. Et il ne faut pas mettre le même mot de passe pour Facebook, Instagram, machin. Faut vraiment à chaque fois. Mais moi, ma chérie, j'ai pas de mémoire, donc ça va être compliqué de mettre des mots de passe complètement différents pour chaque truc. Je vais pas m'en sortir. Ouais, mais on est obligé. Sinon, le hacker, s'il a un de tes mots de passe et que tu mets 10 fois le même mot de passe, et il a accès à tout aussi. Ce soir, je change tout. Et puis, pensez donc à choisir un téléphone Nokia 3310. Okay. J'en ai un dans mes tiroirs. Je vous promets que je vais le ressortir.
Non, mais ça attends. fait un petit moment. C'est Oui, vrai mais que ça c'est fait extrêmement peur. flippant. Oui, mais là, c'est le fait de faire tout à distance, c'est flippant. Avant, il fallait vraiment brancher l'appareil, etc. Mais je me dis, monsieur, quand on peut envoyer quelqu'un, quand on a 2 doigts d'envoyer quelqu'un sur Mars, on peut prendre les données du téléphone en 30 secondes, ça vous choque pas? C'est même pas 30 secondes, c'est en 2 secondes. Et 1 milliard de téléphones. Bon, Oui. peut-être qu'on n'est pas à 2 doigts d'envoyer quelqu'un sur Mars, mais presque. Non, Tout ça, laquelle- par exemple, tout ce que vient de nous dire Salima, vous le savez? Ben oui, bien sûr. Mais oui. Mais en fait, Mais moi, ça comment on me- se ça protège m'inquiète alors, pas à haute professeur mesure. Là, depuis l'existence de l'homme, entre guillemets encore, enfin, intelligent, il a toujours dévié la technologie. L'homme de Néandertal a inventé le feu et les armes pour se nourrir. Mais après, on en a fait autre chose. On en a fait des guerres entre... Et bon, on peut aller sur toute... disserter sur le nucléaire, etc., qui sert beaucoup en médecine, pour l'énergie, produire de l'énergie, mais qui en même temps utilisé en temps de guerre. Madame Laouni, j'ai une petite question qui Très rapidement. démontre. Ouais. Vous trouvez pas que l'humanité soit un peu maso, cher monsieur Ben Khaldoun? Parce que on a une très très belle planète, Oui. très très belle, avec de la vie, on a des rivières, des trucs de fou, et on est en train, et on n'en prend pas soin, et on est en train de chercher des planètes toutes pourries, type Mars, rouge, avec des températures de fou, et on veut habiter là-bas. Oui. Ben, on Qu'est-ce n'arrête que vous pas. en pensez de cette réflexion extraordinaire? Je pense que 90%, pour ne pas dire 100% des scientifiques vous diront la même chose. Pas que des scientifiques, des gens qui sont sensibles à l'équilibre de la nature. Moi-même, je ne sais pas, parmi les choses qu'on a démarrées, c'est la fondation Atlas Dark Sky pour protéger le ciel. Parmi les problèmes que nous rencontrons maintenant, c'est la constellation des satellites. On est en train d'observer nos étoiles tranquillement et il y a une constellation de satellites d'Elon Musk qui vient gâcher le spectacle. Est-ce que vous avez déjà vu des choses dont vous ne pouvez pas en parler? Ah non, moi j'ai eu Des informations secrètes, tu veux dire? Il n'y a aucune limite pour moi, c'est clair. Ça saurait su il y a souriez longtemps. pour la première fois, vous souriez. Non, Alors, on en sait rien. dans les mauvaises choses, en fait, sur les humains, je te remercie d'ailleurs pour la transition. J'aimerais bien savoir si vous y croyez ou pas, l'Aïn, le mauvais œil qui existe d'ailleurs depuis la nuit des temps. Non, je n'y crois pas parce que, encore une fois, ça ne fait pas partie de mon bagage naturel de croire. Je préfère démontrer. Et donc, l'Aïn, on ne peut pas la démontrer. Alors évidemment, il y a des concours de circonstances, il y a des fois où on se pose des questions, tiens, ça c'est arrivé en concomitance avec telle chose, etc. Mais mon avis personnel, je n'y crois pas du tout. La Walkwoman, jingle. La Walkwoman. Le mauvais œil. Alors, j'étais pas tellement chaude à ce sujet. Et puis, je me suis totalement inclinée devant mes collègues qui m'ont dit si, c'est quand même très important dans notre société au Maroc, entre le volet société, le volet religieux, les croyances, puisque le mauvais œil, il date de loin, parce que le mauvais œil, on le retrouve en fait, où ça, à votre avis? Partout. Non, un peu partout. Quand on dit loin, non, Mésopotamie. en fait, même au Moyen-Âge, on parlait du mauvais œil, et c'était principalement Mésopotamie, c'est avant le les Moyen-Âge. sorcières, même bien avant la nuit des temps. Mais voilà, le mauvais œil, c'était les fameuses sorcières. Il ne fallait surtout pas croiser le regard d'une sorcière, et s'il t'arrivait quoi que ce soit, et même aussi belle soit-elle ou aussi beau soit-il, en tout cas, il cachait quelque chose. C'est surtout pour les enfants et les animaux. On avait peur du mauvais œil par rapport à ça. Oui. Donc oui, cette semaine, on part sur un sujet qui fait pas du tout l'actualité tous les jours, mais qui fait partie du quotidien de beaucoup de Marocains. Le mauvais œil, cette croyance populaire très répandue chez nous en Afrique, et pas que. On la retrouve en Grèce, en Sardaigne, au Portugal, en Turquie ou encore en Italie du Sud. Chez nous au Maroc, nos mères, elles sont dans l'excès avec ce sujet-là. Pour elles, tout est dû à l'œil. Ne dis pas que tu voyages jusqu'à ce que tu arrives à destination. Ne dis pas aux gens que tu vas te marier. En gros, il vaut mieux en parler que quand c'est réalisé. Il y a des personnes qui se protègent du mauvais œil en prononçant la phrase mythique « Khamsa fi aynik ». Exemple, une femme dit à une autre « Oh là là, qu'est-ce que tu es belle pour ton âge. Mais dis-moi, c'est quoi ton secret ?» L'autre va tout de suite répondre « Mon secret, c'est que je me lève à 5h du matin. » En tout cas,
tout cas, un tout récent sondage du groupe Synergia révèle que 77% des Marocains ont peur du mauvais œil. Qui a commandé cette étude? C'est intéressant. De quoi? Qui a commandé cette étude? Un ophtalmo. Synergia, c'est le groupe Synergia. De mon côté, je suis allée les sonder directement et voici leur réaction. مالوغوزمون في المجتمع ديالنا ولينا تنشوفوا بزاف الناس ولاو تيتاثروا بالعين، هذاك الشيء حيت الناس بزاف حاضرين عباد الله اللي فاشل في حياته الزوجيه، اللي فاشل في العاطفيه الاجتماعيه، تيقابل هذاك اللي احسن منه. ما يقدرش الانسان يعني يكون متاكد منا 1000% بان شكون ضربوا بالعين ولا هذا، ولكن المتداول هو هذا، كتوقع للانسان شي حاجه ماشي هذيك ولا شي حاجه كيقول له راه ضربوه بالعين. باغ اكزومبل حنا كنت لابسه واحد الجلابه وواحد كان العيد وقالوا لي جاك زوينه وداكشي ووقع لها واحد التقطيعه وميطونت داكشي كيقول لي الشي راه فيها عين، راه الشي راه تحلات هذاك الشي راه فيها عين. شوفي راه كيقولوا النص ديال الناس في الروضه او الثلث ديال الناس في الروضه قتلتهم العين، ولكن انا مازال مصره كنقول لك العين حق، هي كاينه والله خير الحافظين. بغى الله يحفظني غادي يتجاوز العين ديالك، ما بغاش الله يحفظني وكتبت على يديك على ديك الشوفه الخايبه اونتر بارونتيز ديالك راه غادي تكتب عليه. J'y crois un petit peu, pas beaucoup, mais j'y crois parce que on l'a expérimenté, tout simplement. Parfois, tu mets un truc. Une fois, je mettais un collier, on m'a dit c'est joli ou t'as tout de suite. Qu'est-ce que je peux en tirer? Je suis plus scientifique dans ma tête, plus logique, mais parfois j'y crois quand même. Oui, pas mal de fois, dernièrement. غادي انا واحد دراري صحابي بالطوموبيل ترونكيل، واحد الدري جا جديد قال لي وا صاد عندك هاد الجهه زوينه وهادي سبحان الله لا غد لي درت كسيده، فهمتي زعما حاجه طبيعيه. اللي السيمانه اللي فاتت حطيتها واحد التصويره، ولكن بنادم ما كيقولش ديك تبارك الله، فهمتي شافها لا غد ليه مرت واحد السيمانه وانا نضعف، فهمتي. مسكين le pauvre. Pardon. Non mais Non, vous rigolez quand même. Non, j'aimerais vous rappeler une chose quand même. Vas-y. Je suis très sérieuse. Vas-y. On est quand même dans un pays musulman. Oui. Ouais. D'accord. Il y a des versets qui attestent noir sur blanc que l'œil existe. Oui. Donc il faut comprendre une partie de la population. Donc tu fais Ouais, mais bien sûr, y on croit les comprend. dur comme fer. Bah oui. Oui. J'ai jeté un blanc là sur le plateau. Non, Non, ouais, t'as c'est pas vrai. jeté un blanc, bien évidemment. Mais tu nous as pas dit si toi tu croyais à Mais- l'œil au mauvais œil. J'ai dit dès le départ, Pour être très le franche- volet religieux, le volet société, Ouais, bien sûr. qui y croit? Donc le professeur nous a répondu. Moi j'y crois. hein. D'accord, Salima. Moi j'y crois. Comme je crois au destin, je crois au mauvais œil. Toi, Rimel, t'as Moi, posé la question et toi? Moi, je crois aux mauvaises énergies. Pas Et au toi mauvais œil. Pas aux mauvais Moi je suis œil. comme Salima mais pas sur la chute. Moi je crois au destin et donc pas au mauvais œil parce que le destin voudrait que t'as pas besoin que quelqu'un te regarde d'un mauvais œil pour qu'il t'arrive un truc. Oui, mais il y a les causes et les T'as effets. fait un Moi, bac je philo, suis, toi. Même comme pas. personne me demande, comme à chaque fois d'ailleurs. Et toi, Vas-y, après, Sophia. Et Et vous, madame toi, la est-ce que tu Haouni y crois? Krata ou Shtava? Mais Karata, tu vas me la sortir. Est-ce que tu vas la sortir toute chaque l'année? épisode. Je vais te faire un Jusqu'à t-shirt. juillet. Viré, tu sors, la porte est par Fathi, à la là-bas. fin de chaque chronique, rappelle-lui son fait d'armes face à Boudère quand elle Voilà. Non, moi je suis exactement comme Rimel. Je crois surtout aux mauvaises énergies, aux personnes qui ont des mauvaises ondes, qui te transmettent des mauvaises choses, qui te voilà, t'es à côté d'eux, tu te sens pas très très bien. Voilà, des ondes négatives. Et puis il y a des personnes avec lesquelles je trouve qu'ils dégagent des ondes positives qui te font du bien. Et je vous le dis très sincèrement, comme ce monsieur qui est sur notre plateau. Oh, merci. Et je vous assure que Merci dans le plateau, beaucoup. ça fait du bien juste d'entendre quelqu'un qui te parle d'autre chose C'est avec l'intonation de sa tellement voix. de passion. Je te jure, c'est vrai, tout à l'heure, je me suis rendu compte Ouais. que c'est l'intonation de sa voix. En fait, il a un Il fait storytelling du bien. et une manière Merci. de raconter des histoires qui est Rassurant, qui est bienveillant. en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il- il pourrait te bercer, voilà, littéralement. il y a Ah, une ben, voix je qui berce. découvre une nouvelle Vous, vocation. voilà, alors. vous pourriez, Vraiment je vous bien. assure, devenir psy. Vous nous faites du bien. Merci beaucoup. Il était super ton Et reportage. aussi. Et finalement, contrairement, tu vois, tu sais, faut toujours reconnaître quand on a tort. J'ai eu tort parce que c'est un joli sujet. Je voulais vous demander, professeur, quelle est, ça peut vous paraître ridicule comme question, mais je pense qu'on est nombreux à faire Il y a que les l'erreur. réponses qui sont ridicules. Jamais les questions. Vous êtes gentil. La différence entre un astronome et un astrophysicien. On est nombreux à faire l'erreur. Oui, alors la frontière n'est vraiment pas très, très grande, disons. L'astrophysicien est ce scientifique qui va utiliser la physique
particulièrement pour étudier les astres. Et donc, on a classé ça comme astrophysicien. Mais en fait, astronome, ça englobe l'astrophysicien, forcément. Et maintenant, ça englobe les astrobiologistes, ça englobe beaucoup de populations. Alors, un astrophysicien est obligatoirement un astronome, mais un astronome n'est pas obligatoirement un astrophysicien. On peut chercher dans l'étymologie des noms. L'astronomie, c'est en fait le mouvement des astres. Le nom grec d'où est venu astronomie, ça veut dire mouvement et astre. Et donc, tous ceux qui s'intéressent aux astres, vous les appelez astronomes. De quelle façon que ce soit. Mais oui et non, parce que ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Oui. Là voilà. aussi, on est sur les astres. Ben oui, ça, et pourtant, ça n'a absolument rien à voir. C'est l'astronomie, mais auquel on a enlevé mouvement et ajouté la mythologie. Et donc, ça fait astrologie. Et effectivement, c'est des astronomes aussi. Ils peuvent se revendiquer. Vous savez, en arabe, souvent, on confond les falakiyin. Falakiyin, de plus en plus, on parle de ilm al-falak ou pour séparer les astrologues des astronomes. Les astrologues, c'est Tchenjim. Mais voilà, historiquement, les astronomes ont utilisé l'astrologie d'une façon un peu, opportuniste pour s'approcher des centres du pouvoir, pour avoir des moyens, etc. Pour dire qu'en fait, l'étude des astres n'est pas indépendante des influences que ces astres peuvent avoir sur l'homme, sur les guerres, sur les crues, etc. Et ce qui est des fois vrai scientifiquement, effectivement, le mouvement des astres agit sur la Terre, mais pas de la façon dont le croyaient ou voulaient le faire croire les astrologues. On va passer à la musique chaque semaine, normalement, et je dis à chaque semaine, parce que je ne sais pas si on y aura droit et tout, mais normalement, on a une découverte musicale à faire. C'est la pépite de Yacine. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Madame Laouni, chers collègues, on va jouer à un jeu rapidement. Chacun de vous va me donner le nom d'une série qui passait sur 2M durant les années 90 X-Files. Et qui l'a marqué top chrono. C'est parti, un magnifique 4-4 à gagner suite à ce jeu. Une série qui t'a marqué, t'étais pas ici. Le Portugal. Ça passait pas les années 90. X-Files. Madame Laouni. X-Files. Il y en a plein. Il y avait référence. Il y avait Alerte à Malibu, il y avait Beverly Hills. On n'est pas aussi libidineux. X-Files, c'est mieux. De mon côté, c'est X-Files aux frontières du réel. Ça passait tous les lundis ou mardis ou jeudi, je me rappelle plus, à 22h. J'oublierai jamais cette série, non pas juste par rapport à l'univers fabuleux, au jeu d'acteurs exceptionnels de Scully et Mulder, mais aussi par rapport aux intrigues qui nous rapprochaient de plus en plus d'une confirmation de l'existence des extraterrestres. Par ailleurs, 2M avait mis en place un jeu où si on appelait un numéro surtaxé, on pouvait gagner un mug ou un pull X-Files. Je vous laisse imaginer la scène où mon père a reçu la facture de téléphone et que suite à cela, il avait mis un cadenas au téléphone et m'avait envoyé vivre au Moyen-Atlas quelques mois loin du téléphone. Bref, revenons à nos moutons ou plutôt à nos extraterrestres, et ce sont là de véritables ovnis musicaux que je vais vous faire découvrir. Deville, duo québéco-marocain formé du producteur et musicien Simon Pierre et du chanteur Zied Kouley. Ils puisent leurs inspirations dans le rail, la musique maghrébine et les sons d'Afrique de l'Ouest, tout en s'identifiant pleinement à la scène musicale montréalaise actuelle. Derija, arabe classique, français et anglais, l'aspect multilinguistique et multiculturel du projet se veut une représentation du Québec actuel. Bref, je vous laisse avec Deville, mon amour. Je vous applaudis. Et vous devriez l'applaudir pour votre chronique, parce que j'ai enfin eu beaucoup de détails sur une découverte musicale. À chaque fois, je le bassine, je lui Franchement, casse les pieds. la partie la plus intéressante, c'était le cadenas sur le téléphone, Madame la Non, mais non, pas pour moi. Ce que tu n'as pas dit, c'est qu'une fois que le cadenas avait été sur le téléphone, tu l'as contourné grâce au tic 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 tic. C'est comme ça qu'on a fait quand on était jeunes.
Il se rappelle, vous vous rappelez, professeur. Professeur, chaque invité dans notre émission, puisque nous sommes déjà à la fin de cette émission, a une carte blanche où vous pouvez dire ce que vous voulez à nos auditeurs et puis à tous ceux qui nous suivent en ce moment même sur nos réseaux sociaux. Vous dites ce que vous voulez. Je pense que si je veux dire quelque chose d'utile, disons, c'est la question sur la préservation de notre environnement, de la planète. C'est quelque chose qui est très important. On a une magnifique planète. Et au Maroc en particulier, on a un ciel extraordinaire, un patrimoine. On le classe en tant que patrimoine. Le ciel, mine de rien, fait vivre pas mal de personnes. Quand je dis le ciel, le beau ciel, vous savez qu'il y a beaucoup d'astrotourisme déjà au Maroc, qu'on peut le développer encore plus en créant des réserves de ciel étoilé. Donc j'ai bien envie de parler de ça, vu l'occasion que vous m'en donnez. Nous avons créé une fondation Atlas Dark Sky dont le but c'est de déclarer un parc, une réserve en fait de ciel étoilé autour de l'observatoire pour préserver l'observatoire et autour du parc national du Toubkal qui existe déjà. Et donc le but ultime c'est de pouvoir dire au moins cette partie qui est encore propre, on essaie de la préserver. Alors ça a des retombées, d'abord ça rentre dans la lutte contre la pollution lumineuse, etc. Et pas que pour les astronomes. La pollution lumineuse, vous savez peut-être déjà, déséquilibre notre environnement. On en parlait beaucoup. La faune, la flore, et ça agit beaucoup sur donc, l'environnement. Et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et je voulais le partager avec vous d'abord autour de cette table et avec les auditeurs. Merci infiniment d'avoir été avec nous et vraiment du fond du cœur. C'était passionnant. On vous écouterait vraiment pendant des heures. Je ne les ai jamais vus aussi calmes. On a des étoiles dans les yeux. Regardez les visages des uns et des autres. En général, ça nous ramène à notre petitesse, Fatia. Oui, c'est vrai, on devient petit. On referme en musique avec ce titre qui nous est proposé pour la découverte musicale de Yacine. On regarde tous de ce côté là-bas. Il y a Salma qui s'est sauvée, elle n'est pas gentille, elle nous a quitté déjà le studio et on dit au revoir. Salut. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, on vous embrasse.